Ce fut le grand moment politique de cette semaine. Nous sommes très heureux de vous saluer, de vous accueillir au Kremlin, vous, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron s'est rendu à Moscou pour échanger avec Vladimir Poutine au sujet de la crise ukrainienne. Qu'il s'agisse de l'Alliance Atlantique, des intérêts de sécurité qui sont les vôtres, ou de la question ukrainienne. Je crois que chacun aura vu que vous avez une vision forte, qui parfois n'est pas la même que celle des Européens ou des Occidentaux. Comme d'habitude, sur ces matières diplomatiques, c'est difficile de savoir qui a obtenu quoi, qui a su le mieux manœuvrer. Par contre, et comme d'habitude également, c'est bien Vladimir Poutine qui a remporté haut la main la bataille de la popularité sur les réseaux sociaux. La passion que déclenche Vladimir Poutine auprès d'une part croissante de l'opinion publique occidentale doit nous interroger. Et vous allez voir que ça va nous emmener loin. Pour commencer, il y a ces courbes qui montrent que la popularité des chefs des démocraties occidentales ne cesse de décliner. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France. Arrêtons-nous un instant sur le cas de De Gaulle, le plus populaire de tous les présidents français. Voici à quoi ressemblait une conférence de presse sous son règne. Les doléances, les critiques, les revendications se donnent aisément carrière. Le président n'est pas dans la position d'un responsable qui doit rendre des comptes. Comme tous ces clans s'agitent simultanément à propos de tous les sujets, mais plutôt dans la position d'un professeur qui fait la leçon à ses élèves. On sent quelquefois dans l'air quelque chose comme des entreprises de découragement public. Voire dans la position d'un père qui explique la vie à ses enfants. Mais tout cela, ce n'est qu'une écume flottant sur les profondeurs. Bien sûr, cette position, cette hauteur, il l'a conquise de par son expérience, de par sa droiture, de par ses actes et son comportement pendant la guerre. Mais le maintien de cette hauteur était d'autant plus facile qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision sous la tutelle d'un ministère de l'information. Aujourd'hui, avec les chaînes d'information en continu et surtout avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus difficile de maintenir de la hauteur, de conserver le respect. D'ailleurs, Macron était déterminé à recréer de la distance. Nous vivons dans un système où le président, par pratique politique et politico-médiatique, descend dans l'arène sur tous les sujets et sur le quotidien. Il avait compris que la position du président proche, du président normal, était incompatible avec la hauteur nécessaire à la gestion d'un pays. Et si je suis élu président de la République, je n'entends plus parler de prothèse dentaire pour reprendre votre expression. Et c'est pour ça qu'il avait opté pour cette mise en scène lorsqu'il a accédé au pouvoir. Il est seul, tout seul. Voilà, cette solitude du président, d'ailleurs, qui marche effectivement sur cette esplanade tout seul. Mais dans une démocratie moderne, cette posture du président distant n'est pas tenable. Un homme est fait de qualités et de défauts, et lorsque les caméras sont constamment braquées sur nous, lorsqu'on est constamment accompagné d'un flot de critiques, eh bien, on apparaît comme moyen, voire comme médiocre. Seulement regardez le carburant, c'est une... Alors, je vais venir au carburant, mais le carburant, c'est pas Bibi. Oui, mais bon, il y a quand même des taxes de l'État. Non. Alors, bien sûr, Macron n'a pas l'épaisseur du général de Gaulle, mais prenez n'importe qui et mettez-le dans le flot constant des commentaires et des critiques, il finira tout aussi détesté. Sauf s'il emprunte la voie choisie par Vladimir Poutine. Je vous ai déjà parlé des qualités que démontre Vladimir Poutine dans ses prises de parole. Il est ferme. Укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться. Il est rationnel, il est factuel, et c'est tout à son honneur. Mais il faut également garder à l'esprit que c'est d'autant plus facile pour lui d'avoir cette hauteur qu'il n'est pas constamment accompagné d'un flot de critiques. Et ça, c'est lié à la manière dont le système médiatique russe est organisé. Car il faut bien se rappeler qu'un des faits marquants du règne de Poutine est la manière dont il a mis les médias au pas.
pas. Le tour de vis de Poutine a eu lieu dès l'année 2000, à la suite d'un événement tragique qui avait profondément marqué l'opinion publique russe, le naufrage du sous-marin Kursk et la mort de ses 118 hommes d'équipage. Vladimir Poutine a écouté les familles des victimes du Kursk, mais leur colère reste forte. La cérémonie funèbre prévue aujourd'hui dans le port d'attache du sous-marin a été annulée. Le drame avait alors été largement médiatisé et accompagné de commentaires mettant en avant la responsabilité du gouvernement. Poutine aurait dû écourter ses vacances, venir à Moscou faire une déclaration, présenter des condoléances. Il aurait dû dire « je suis responsable de tout, c'est notre président ». Poutine ne l'a pas apprécié et il a commencé à remettre les médias au diapason. Sur les méthodes de son régime, vous pouvez lire les travaux de Vera Petkova. Mais je vous invite également à nuancer ce tableau en lisant cet article. L'auteur note le fait que l'absence de vrais médias d'opposition en Russie n'est pas seulement le fait du contrôle de l'État, c'est également une conséquence du passage à l'économie de marché. Avec la fin de l'Union soviétique, la presse sous contrôle étatique a cédé sa place à une presse concurrentielle. Et ce que le public tend à regarder, ce ne sont pas les contenus politiques, mais plutôt la variété et le divertissement. Et ça, évidemment, les démocraties occidentales sont aussi en plein dedans. Mais ce qui est spécifique à Poutine, c'est que vous ne le verrez jamais débattre. Lorsqu'il est dans une campagne présidentielle, il ne discute pas avec ses opposants. Il ne se met jamais dans une situation où il pourrait être face à la réfutation, face à la contradiction, dans une position de faiblesse. Tout ce que vous allez trouver, c'est des séquences où il apparaît comme sympathique. Mais j'imagine que c'était difficile au début. Pouvez-vous parler de vos premiers jours au poste de président ? Oui, ce n'était pas facile. C'était des temps difficiles pour tout le pays en général. On survivait à peine. Ou bien des séquences où il apparaît comme compétent et dominant. Андрей Юрьевич, как вы прокомментируете? Вот как вы это прокомментируете? Ну, у вас возражения какие-то есть по этому вопросу? Нет? Ну, да, в чем дело? Вы хотите говорить под камерой? Какие-то проблемы здесь? Проблем нет, потому что мы все сделаем, исполним, доложим, соответственно. Сделаем, исполним, доложим, соответственно. Finalement, les seules fois où vous allez voir Poutine confronté à un semblant d'opposition, c'est quand il est face à ses homologues étrangers. Mais alors, l'aura qu'il a acquise en verrouillant son image lui donne un avantage certain. Venons-en à la conférence de presse de Poutine et Macron. Quel est l'enjeu d'un tel exercice ? Il est double. Le premier touche à l'art de la négociation. Il faut mettre son interlocuteur face à ses engagements. Je veux ici dire que le président Poutine m'a en tout cas assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique et sa volonté de maintenir ses équilibres d'initiative, et en particulier en ce qui concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Créer des traces orales de ce qui a été convenu dans la discussion. J'ai attiré l'attention de Monsieur le Président sur la réticence des autorités de Kiev de respecter leurs obligations des accords de Minsk, et notamment qui avaient été confirmés à Paris et à Berlin. Il faut également faire attention à ces lignes rouges, à ce sur quoi on n'est pas prêt à céder, même quand l'autre cherche un peu à nous pousser. Et là-dessus, le match entre les deux hommes est équilibré. Et voilà, le président ne veut pas non plus cette évolution. Et moi non plus, je ne la veux pas. Je ne le veux pas. Et c'est pour ça qu'il est ici présent et que depuis 6 heures, il me torture avec ses questions, avec ses propositions de solutions. Mais je considère que c'est une mission tout à fait noble. L'autre enjeu touche au soft power. Il s'agit pour les deux hommes de gagner la bataille de l'opinion, de faire triompher leur récit, leur narration, sur celle de l'autre. Et là-dessus, le récit de Poutine est d'une grande simplicité. Est-ce que vous comprenez ou pas que si l'Ukraine fait partie de l'OTAN et de façon militaire va reprendre la Crimée, les pays européens seront automatiquement impliqués dans un combat militaire, dans un conflit militaire avec la Russie. D'un autre côté, le récit proposé par Emmanuel Macron est plus filandreux. D'un côté, il faut garder une relation stable avec la Russie. D'un autre côté, il faut être ferme, tout en tenant compte des intérêts parfois divergents des pays européens et des partenaires occidentaux. Prendre en compte les termes d'une discussion complexe avec un grand voisin comme la Russie, qui est déterminant pour notre sécurité collective, mais aussi porter la voix et les contraintes et les exigences de tous les pays européens. C'est ce que je me suis employé à faire ces derniers jours par une concertation étroite.
Et l'impact de son discours sera d'autant plus faible qu'il sera immédiatement confronté à des contre-discours. Et d'ailleurs, pendant la conférence de presse, la différence de ton entre les journalistes français et les journalistes russes était notable. Les journalistes français, pour leur part, étaient là vraiment pour mettre à l'épreuve le discours de leur président. Monsieur le Président Macron, vous multipliez depuis bientôt 5 ans les gestes à l'égard de la Russie avec des résultats assez décevants, comme en témoigne la crise qui vous amène ici, mais également la présence au Mali de mercenaires russes qui attisent un sentiment anti-français au point de remettre en cause notre présence là-bas. Votre action, Monsieur le Président, a-t-elle encore un sens, un effet, et si oui, lequel? Les journalistes russes, pour leur part, ne sont pas dans la confrontation. Ma question est pour le président russe, Monsieur Poutine. Comment évaluez-vous les perspectives du règlement au sud-est de l'Ukraine? À votre avis, les accords de Minsk sont-ils toujours en vie? Ils sont simplement là pour permettre à leur président d'apporter ses précisions, d'apporter ses explications. Je le répète encore une fois, à Kiev, ils disent qu'ils vont respecter, après ils disent qu'ils vont les détruire, parce que qu'ils vont pas les respecter parce qu'ils vont détruire le pays. Le président ukrainien a dit récemment qu'aucun des points de l'accord ne le... Mais que ça plaise ou non, il faut respecter, il n'y a pas d'autre solution. Poutine ressort donc de ce genre d'échange avec l'image d'un homme plus fort, plus dominant, plus rassurant. Et c'est là qu'il me semble intéressant de prendre un peu de hauteur. Dans son dernier ouvrage, Ray Dalio entend nous préparer aux troubles qui, historiquement, ont toujours accompagné les périodes de transition d'une superpuissance à une autre. Voilà ce qu'il nous dit au sujet de la phase du déclin. Lorsque les dettes deviennent très importantes, qu'il y a un ralentissement économique et que l'Empire ne peut plus emprunter l'argent nécessaire pour rembourser, cela crée de grandes difficultés intérieures et oblige le pays à choisir entre faire défaut sur ses dettes et imprimer beaucoup de billets. Le pays choisit presque systématiquement d'imprimer beaucoup d'argent frais, d'abord progressivement et finalement massivement. Cela dévalue la monnaie et augmente l'inflation. En règle générale, lorsque le gouvernement a des problèmes pour se financer et qu'en même temps les conditions financières et économiques sont mauvaises, que les écarts de richesse et idéologiques sont importants, il y a une forte augmentation des conflits internes entre les riches et les pauvres, les différentes ethnies, les groupes religieux. Cela conduit à l'extrémisme politique qui se manifeste comme un populisme de gauche ou de droite. Ceux de gauche cherchent à redistribuer la richesse, tandis que ceux de droite cherchent à maintenir la richesse entre les mains des riches. C'est la phase anticapitaliste. Lorsque le capitalisme, les capitalistes et les élites en général sont blâmés pour les problèmes. Généralement, pendant ces périodes, les impôts des riches augmentent, et lorsque les riches craignent pour leur richesse, ils les déplacent dans des endroits plus sûrs. Lorsque la fuite des richesses devient suffisamment grave, le pays l'interdit. Ceux qui cherchent à sortir commencent à paniquer. Ces conditions turbulentes minent la productivité, ce qui réduit le gâteau économique et provoque davantage de conflits sur la manière de répartir les ressources en diminution. Des dirigeants populistes émergent des deux côtés et s'engagent à prendre le contrôle et à rétablir l'ordre. C'est à ce moment-là que la démocratie est la plus contestée, parce qu'elle ne parvient plus à contrôler l'anarchie et que le passage à un leader populiste fort qui mettra de l'ordre dans le chaos est le plus probable. La fascination qu'exerce un leader comme Poutine sur une part toujours croissante de l'opinion publique occidentale donne un certain poids au schéma de Ray Dalio. De plus en plus de citoyens semblent prêts à s'abandonner à un homme à poigne. Pour ma part, si je les trouve intéressantes, je n'accorde que peu de crédit aux analyses qui cherchent à prédire l'avenir en se basant sur les cycles du passé. Je pense que l'histoire est ce que nous en ferons. Elle sera le fruit de notre force de travail et de notre pouvoir de conviction. À cet égard, si vous aspirez à être dominé par un homme fort, faites bien attention, c'est que vous êtes en train de devenir un homme faible, un simple pion. Moins vous en attendez des chefs, des hommes providentiels et des gourous, et plus vous devenez quelqu'un en qui on peut compter. Car quel que soit le tournant que prenne le monde, c'est d'abord vos connaissances et vos compétences qui doivent vous préoccuper.